Août 2012. Un salon privé de Crockfords dans le quartier huppé de Mayfair à Londres. Une femme asiatique en robe noire se penche vers le croupier et lui murmure quelque chose en mandarin. L'homme en uniforme hoche la tête. Il prend une carte pourpre, la fait pivoter de 180 degrés et la repose dans le sabot. Puis une deuxième, puis une troisième. De l'autre côté de la table, assis dans un fauteuil en cuir, un homme observe chaque geste, immobile, sans un mot. Il s'appelle Phil Ivey. C'est l'un des meilleurs joueurs de poker de la planète. Et ce qu'il est en train de faire en ce moment précis, personne dans tout le casino ne le comprend. Les caméras le filment. Les responsables de salle le surveillent. Aucune carte n'est dissimulée, aucun appareil n'est caché dans sa veste. Et pourtant, dans les 80 heures qui vont suivre, cet homme va faire sortir 7 700 000 livres sterling des coffres de Crockfords, sans jamais toucher une carte. Comment est-ce possible? Le joueur que personne ne voulait affronter. Phil Ivey n'est pas n'importe qui. À 36 ans, il a déjà remporté 8 bracelets au World Series of Poker et ses pairs le considèrent comme le meilleur joueur de cash game à hauts enjeux du monde. Quand Ivey s'assied à une table, les autres joueurs se lèvent, non par peur mais par simple calcul. Perdre contre lui sur le long terme est statistiquement certain. Mais en 2012, Ivey s'attaque à un terrain nouveau, le baccarat. Ou plus précisément, le baccarat punto banco, cette variante où le joueur ne prend aucune décision. Vous misez sur banquier ou sur joueur. Les cartes sont retournées. C'est terminé. Impossible de bluffer. Inutile de lire l'adversaire. Juste du hasard pur. La maison garde un avantage d'environ 1,06%. Tous les manuels de casino vous le diront. Ce jeu-là ne se bat pas sur le long terme. Alors, pourquoi est-ce que l'un des plus grands esprits du poker, un homme qui a bâti sa fortune sur sa capacité à lire les probabilités mieux que quiconque, vient-il miser des centaines de milliers de livres sur un jeu qu'on ne peut pas vaincre? Parce qu'il a trouvé quelque chose. Et ce quelque chose tient dans le dos d'une carte à jouer. La femme qui savait voir ce que personne ne voyait. Aux côtés d'Ivey, ce soir-là, il y a une femme. Elle s'appelle Chong Yin-sun, mais dans le milieu des casinos asiatiques, on la surnomme Kelly. Ou plus souvent, la reine du tri. Son histoire, c'est un roman à elle seule. Héritière d'une riche famille chinoise, elle a flambé 20 millions de dollars de l'héritage paternel sur les tables de baccarat entre Macao et Las Vegas. Elle a même été incarcérée dans une prison du Nevada pour avoir laissé filer une ardoise de 93 000 $ au MGM Resorts. Mais ces années de défaite lui ont appris quelque chose. À force de fixer les dos de cartes pendant des milliers d'heures, Sun a fini par remarquer un détail qui avait échappé autant aux fabricants qu'aux croupiers et aux inspecteurs des commissions de jeu. Certaines cartes, aux yeux très entraînés, n'étaient pas parfaitement symétriques au dos. Aucun marquage visible, aucun défaut grossier. Juste une infime variation dans le motif imprimé, 1 ou 2 mm sur un bord, Liée à la façon dont l'imprimante reniait les planches à la sortie de la machine. Invisible à l'œil nu pour pratiquement tout le monde. Mais pour Sun, qui avait passé des années à scruter ces dos-là, la différence sautait aux yeux. Elle est allée voir Ivey avec une proposition simple. Donnez-moi les bonnes conditions et je vous dis à l'avance si la prochaine carte est forte ou faible. Ivey a posé une seule question. Combien? Le casino qui a dit oui à tout. Avril 2012. Avant même d'envisager Londres, le duo teste sa méthode sur le sol américain. Direction le Borgata, à Atlantic City. Ivey téléphone à la direction du casino et formule une série de demandes qui, pour n'importe quel observateur extérieur, auraient dû déclencher toutes les alarmes du monde. D'abord une salle privée, fermée, rien que pour lui et son invité. Le Borgata accepte sans sourciller. Puis un croupier qui parle mandarin
au motif que sa partenaire Sun se concentre mieux dans cette langue. Accordé. Vient ensuite une requête nettement plus étrange. Il veut une seule et même série de 8 jeux de cartes pourpres de la marque Gemaco, utilisés sur toutes ses sessions. Rangé dans un coffre entre les séances pour être ressorti intact à chaque retour. Pourquoi exactement? Le Borgata ne pose pas la question. Dernier point, il exige une mélangeuse automatique. Au motif que les mélanges manuels fatiguent tout le monde. Et c'est là que ça devient délicieux. Parce qu'une mélangeuse automatique ne retourne pas les cartes. Elle les redistribue, mais en conservant scrupuleusement leur orientation. Si une carte entre tête en haut, elle ressort tête en haut. Vous commencez à voir où ils veulent en venir? Peut-être pas encore. Le Borgata, lui, ne l'a pas vu du tout. Le 11 avril 2012, à la fin de la première session, Phil Ivey quitte le salon privé avec 2 400 000 $ en poche. Le mécanisme de la faille. Voici ce qui se passait réellement dans ce salon. Pendant la partie, Sun demandait poliment au croupier en mandarin De bien vouloir faire pivoter certaines cartes. Toujours les mêmes. Les 6, les 7, les 8 et les 9. Les cartes à haute valeur au baccarat. C'est pour la chance, expliquait-elle. Dans la tradition chinoise, tourner les cartes porte bonheur. Le croupier, qui avait ordre de satisfaire chaque caprice du client, obtempérait. Une carte par-ci, une carte par-là. Rien de bien méchant en apparence. Au fil des mains, toutes les cartes fortes du sabot finissaient orientées dans un sens, les faibles dans l'autre. Grâce au défaut d'impression de Gemaco, il devenait alors possible pour Sun de reconnaître la valeur approximative d'une carte avant même qu'elle soit retournée. Juste en regardant son bord, la mélangeuse automatique conservait les orientations. Le jeu unique gardé d'une session à l'autre préservait le tri patiemment construit au fil des heures. Le Punto Banco, avec son avantage maison de 1%, se transformait alors en un jeu où le joueur avait un avantage statistique de 6,76%. Ça peut paraître modeste sur le papier. Sur des mises à 100 000 $ la main, ça revient à faire basculer à chaque coup le prix d'une Porsche neuve de votre côté de la table plutôt que de celui du casino. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait, main après main, pendant des heures. Ce que le Borgata a choisi de ne pas voir. 2 autres sessions suivent, toujours au Borgata. Le 3 mai, Ivey empoche près d'1 600 000 $. Le 17 juillet, il ressort avec 4 700 000. À ce stade, le compteur cumulé dépasse les 8 millions. Pour un joueur de Punto Banco, sur un jeu où la maison garde toujours l'avantage, c'est mathématiquement aberrant. Et c'est là qu'arrive le vrai retournement de cette histoire, celui que peu de monde connaît. Parce que le Borgata, contrairement à ce qu'on pourrait croire, n'est pas resté aveugle. Les statisticiens internes du casino voyaient parfaitement qu'un joueur ne pouvait pas gagner autant sur un jeu de hasard. Les responsables de salle rejouaient les bandes. Ils observaient Sun demander ses rotations. Ils voyaient, sans comprendre. Pourquoi ont-ils continué à payer? Parce qu'ils étaient persuadés d'une chose, qu'Ivey allait revenir, et qu'à force de revenir, la variance finirait par s'inverser. Le Borgata comptait sur la loi des grands nombres. Ils ne savaient pas qu'ils avaient en face d'eux quelqu'un qui avait brisé cette loi, avec 1 ou 2 millimètres de peinture mal alignée. Plus troublant encore, Sun n'en était pas à son coup d'essai. Bien avant de rencontrer Ivey, elle avait perfectionné sa technique pendant des années dans les salles VIP d'Asie, gagnant déjà des sommes importantes avec d'autres joueurs moins célèbres. Le poker pro américain n'était que son meilleur client, et le Borgata, son prochain guichet automatique. Londres. 3 nuits dans un salon privé. En août 2012, entre 2 sessions américaines, Ivey prend l'avion pour Londres.
Direction Crockford's Club, un établissement fondé en 1828, propriété du géant malaisien Genting et l'un des plus anciens casinos d'Europe. Ivy dépose 1 million de livres sterling en caution. Le casino accueille son hôte de marque avec les honneurs qu'on réserve à un joueur de sa réputation. Les mêmes conditions qu'au Borgata sont demandées. Les mêmes sont accordées sans discussion. La première nuit, pourtant, ne se passe pas comme prévu. Ivy perd. Il est à moins 500 000 livres. À ce stade, n'importe quel directeur de salle aurait dû se détendre. Son client perd, tout va bien. Sauf qu'Ivy demande à continuer. Et surtout, il demande à garder exactement les mêmes cartes pour la session suivante. Les cartes sont mises sous scellé et rangées dans un coffre. Personne à Crockford's ne flaire la raison réelle. Le tri est déjà fait. Il faut juste revenir le chercher. La deuxième nuit, les mises montent. 50 000, puis 100 000, puis 150 000 livres la main. Sun reprend son manège avec le groupier. Rotation, s'il vous plaît, pour la chance. Les cartes s'alignent progressivement. Le sabot devient transparent pour qui sait lire. Et Ivy commence à gagner avec la régularité froide d'un métronome, sans trahir la moindre émotion sur son visage. Au terme de 3 sessions, le compteur affiche 7 700 000 livres sterling. Pour vous donner une idée concrète, c'est l'équivalent du budget annuel d'un petit hôpital français. Plus de 12 millions de dollars, empochés en moins de 80 heures par un seul joueur sur un jeu réputé imbattable. Dans la salle de contrôle de Crockford's, l'ambiance est électrique. Les responsables rejouent les vidéos en boucle. Ils voient un homme qui mise, gagne. Ils ne comprennent rien. Aucune technique de tricherie connue ne colle au profil. Pas de complice apparent, pas de communication suspecte. Juste une femme qui demande de temps en temps qu'on tourne une carte en invoquant la superstition chinoise. Ivy remplit les formulaires pour récupérer ses gains par virement bancaire. Le directeur du casino lui serre la main. Nous vous enverrons l'argent dans les prochains jours. Monsieur Ivy, le Poker Pro quitte Londres tranquillement. Ses valises sont à peine arrivées à l'aéroport que son téléphone sonne. C'est son avocat. Crockford's vient de lui rendre son million de livres de caution. Rien de plus. Aucun des gains n'a été versé et aucune explication n'a été fournie. Juste un silence glacé de l'autre côté de la Manche. Le retour de flamme. Pendant qu'Ivy commence à s'agacer côté britannique, il retourne au Borgata pour une 4e session, en octobre 2012. Il en ressort avec 824 000 dollars. Un chiffre presque ridicule par rapport au précédent dia. Et surtout, très loin des 3 millions qu'il avait atteints à un certain moment de la soirée. Alors, pourquoi a-t-il laissé filer presque tout? La réponse tient en une dépêche d'agence. Pendant qu'il jouait, une nouvelle tombait sur les fils de presse. Crockford's venait de rendre public le fait que le casino soupçonnait Ivy d'utiliser une méthode qualifiée de « tri par les bords ». Edge sorting, en anglais. Un terme que personne dans le grand public n'avait jamais entendu avant ce jour-là. Dans la salle de contrôle du Borgata, les responsables lisent la dépêche. Ils se regardent. Ils comprennent, en temps réel, que le joueur vedette, qu'ils ont payé 9 600 000 dollars au cours des 6 derniers mois, utilise probablement la même technique que celle dont Crockford's parle. Et qu'ils viennent, eux, de verser l'intégralité des gains. 4 fois de suite, sans jamais avoir réagi. La machine juridique se met en branle, mais pas dans le sens que l'on croirait. Ivy ne se laisse pas faire. C'est lui qui attaque Crockford's en justice pour récupérer ses 7 700 000 livres. Son argument est simple, presque désarmant. Je n'ai pas triché. Je n'ai touché à aucune carte. J'ai seulement observé et je demandais poliment au croupier, qui était libre de refuser, de faire certaines choses. Si votre casino est tellement négligent qu'il accepte toutes les demandes d'un client sans jamais en comprendre la raison, ce n'est pas mon problème. La Haute Cour de Londres tranche en octobre 2014.
Le juge John Meeting rend un verdict court et cinglant. Ivy s'est donné un avantage que le jeu ne permet pas. Ce qu'il a fait, dans le langage du droit civil britannique, constitue une forme de tricherie. Appel rejeté. Cour d'appel en 2016, rejeté également. Cour suprême du Royaume-Uni en octobre 2017, rejeté à l'unanimité des 5 juges. L'un d'eux, Lord Hughes, va plus loin. Ivy, dit-il, n'a pas simplement exploité une erreur fortuite de la maison. Il a orchestré, selon ses termes exacts, une arnaque soigneusement préparée et exécutée. Dans le jargon anglo-saxon des arnaqueurs professionnels, on appelle ça un sting, une escroquerie de précision. Mais là où ça devient intéressant, c'est que les 5 juges reconnaissent aussi, noir sur blanc, qu'Ivey pensait sincèrement que ce qu'il faisait n'était pas triché. Et que le casino aurait pu facilement se protéger s'il avait été plus vigilant. Cette nuance ne change rien au verdict. Ivy ne verra jamais ses 7 millions de livres. L'autre front. Pendant que l'affaire londonienne remonte les juridictions, le Borgata contre-attaque à Atlantic City. Le casino américain réclame les 9 600 000 $ versés entre avril et octobre 2012. En 2016, le juge fédéral Noel Hillman rend son verdict. Pas de fraude pénale, mais rupture de contrat. Ivey devait jouer selon les règles internes du casino. Point final. Il doit rembourser. 10 100 000 $ avec les intérêts accumulés. Ivy refuse de payer. Il déplace ses actifs à l'étranger, hors de portée de la justice américaine. Juillet 2019, Las Vegas, Hôtel Rio. Phil Ivey est assis à une table des World Series of Poker. Il vient de placer dans un tournoi à gros buy-in. Sauf qu'il n'encaissera rien. Les avocats du Borgata ont obtenu la veille une ordonnance de saisie. Chaque dollar gagné par Ivey sur cette édition sera directement versé au casino d'Atlantic City. Coup de théâtre. Plusieurs joueurs professionnels se présentent alors devant le juge avec leur contrat. Ils expliquent qu'ils ont financé Ivey en échange d'un pourcentage sur ses gains. Comme il est courant dans le milieu. L'argent du tournoi n'appartient donc pas entièrement à Ivey. La procédure se complique, s'embourbe, traîne encore des mois. Finalement, en juillet 2020, un accord confidentiel est signé entre le Borgata et le joueur. Les montants exacts du règlement n'ont jamais été divulgués publiquement. Mais la saga judiciaire, elle, prend fin après 8 années de bataille. Ce qu'il reste, au bout du compte. Vous vous dites peut-être qu'Ivey a tout perdu. Pas exactement. Entre la publicité phénoménale générée par l'affaire, Les contrats de sponsoring qui ont continué à tomber pendant toute la période et les gains qu'il n'a jamais rendus à Crockford's, puisque le casino londonien n'avait jamais payé au départ. Le bilan final reste flou. Certains estiment qu'il aurait encore dégagé un bénéfice net sur l'ensemble de l'opération. D'autres qu'il en a perdu. Seuls ses comptables connaissent la vérité exacte. Il y a un détail en revanche qui est indiscutable. Gemaco, le fabricant de cartes dont le défaut d'impression a servi de point d'entrée à toute l'affaire, a été attaqué à son tour par le Borgata en 2014. Le casino réclamait 10 millions de $ au fabricant, l'accusant d'avoir livré des cartes défectueuses qui avaient rendu l'escroquerie possible. L'affaire s'est réglée à l'amiable, là aussi pour un montant tenu secret. Quant aux cartes Gemaco pourpres utilisées dans les salons privés de Crockford's et du Borgata ce printemps-là, elles ont toutes été détruites. Les casinos du monde entier ont modifié leurs protocoles internes. Plus jamais un croupier n'accepte de retourner une carte à la demande d'un client, quelle que soit la tradition culturelle invoquée. Toutes les mélangeuses automatiques des parties à hauts enjeux sont désormais programmées pour effectuer une rotation aléatoire à chaque passage. 8 années de procédure, 5 juges à la Cour suprême du Royaume-Uni, des millions en frais d'avocat. Et au bout du compte, un fait que même les plus hauts magistrats britanniques ont été forcés d'admettre noir sur blanc dans leur propre verdict. Phil Ivey n'a jamais touché une seule carte.
Il n'a jamais marqué une seule planche, jamais dissimulé un seul as. Il a simplement demandé à un croupier de tourner des cartes dans le bon sens et regarder plus attentivement que personne avant lui. 20 millions de dollars sont partis pour ce simple geste. Et quelque part, dans les archives d'une cour de justice londonienne, une dernière question reste gravée. Sans réponse, si la chose était si facile à voir. Comment se fait-il que les casinos aient été les derniers à l'avoir? Comment se fait-il que les casinos aient été les derniers à l'avoir?